Chers amis, bonjour. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Michel Sanchez, je suis historien de l'art. Mon accent vous dit que je suis originaire du Sud et je collabore depuis un certain temps déjà pour l'agence Expérience du Monde. Et nous vous proposons avec cette agence donc un voyage à Venise qui se déroulera du 1er au 6 novembre prochain. Eh bien, je voudrais, si vous le permettez, dès à présent, vous donner un aperçu des richesses de l'histoire, des richesses, des beautés de Venise, et vous donner ainsi un avant-goût de ce voyage en espérant que cela vous donnera envie d'y venir nombreux. Car effectivement, nous sommes dans des temps difficiles, mais la vie ne s'arrête pas là. Il faut se projeter. Et vous savez que l'Italie commence à se réouvrir, notamment Venise, et donc il faut, eh bien, pourquoi pas, envisager de beaux voyages à nouveau pour les mois qui viennent. Alors, je vais illustrer mes propos par un certain nombre d'images que je vais vous envoyer tout de suite. Alors, Venise, effectivement, est née de sa lagune. Voici un plan de l'ensemble de la région de la Vénétie. Vous voyez que la région se situe entre montagnes, contrefort des Alpes, et la mer Adriatique. Depuis les Alpes, une multitude de fleuves et de cours d'eau, de torrents descendent et à certains moments de l'année apportent d'importants limons qui viennent se déposer et même qui contribuent d'ailleurs à endommager sérieusement depuis tant de millénaires toute la lagune vénitienne. Cette lagune est composée d'une multitude d'îles. C'est un territoire marécageux, boueux, qui paraît même insalubre et pourtant, dans le haut Moyen Âge, autour des 8e et 9e siècles, toute une population est descendue depuis les montagnes et l'intérieur donc des terres pour s'établir sur cette lagune vénitienne, en fait, pour faciliter le commerce. Car effectivement, Venise est une ville qui va naître donc de la mer Adriatique, et qui vivra principalement de son commerce, de ses échanges maritimes, principalement avec l'Orient. Voici le plan de Venise. On n'imagine pas au premier coup d'œil que ce que vous avez sous les yeux, c'est en fait une multitude de petits îlots qui ont été réunis donc au cours des siècles. On en compte plus d'une quarantaine. Et si ce n'est que les îlots que vous avez là sous les yeux, en fait, étaient très resserrés et ont donc permis de fonder, dès les 8e et 9e siècles, cette grande cité vénitienne qu'on surnommera très vite la Sérénissime ou encore la cité des Doges. Et vous voyez que cette ville est donc partagée principalement en deux par les méandres de son grand canal, bordé des plus somptueux palais, car en effet, c'était la grande vitrine de l'aristocratie vénitienne que de se faire construire des palais donnant sur ce site éblouissant du grand canal. Nous avons aussi au sud le canal de la Giudecca, qui est un canal beaucoup plus grand et beaucoup plus profond, avec cette autre partie qui est le quartier de la Giudecca, qui était un quartier dans lequel il y avait des petites usines, des manufactures autrefois. Voilà, je vais donc vous présenter un petit peu les différents aspects de cela. Alors, ces premières photos, je les ai prises depuis le sommet du Campanile de San Giorgio Maggiore, qui permet de voir ici ce paysage urbain unique au monde, la Piazzetta de San Marco, avec le campanile de la basilique, le célèbre palais des Doges, ce grandiose palais gothique. Voilà de plus près ce site somptueux, ou encore ici l'embouchure du Grand Canal, où l'on reconnaît volontiers le bâtiment de la douane au premier plan, et à l'arrière le dôme de l'église de la Salute. Nous voici sur le Grand Canal. Ce Grand Canal, promenade qui est en fait considéré un peu comme l'artère principale, bien que artère maritime, puisqu'effectivement à Venise, vous vous doutez bien qu'on ne peut circuler qu'à pied ou en bateau. Et donc c'est la rue principale, en effet, que vous avez là sous les yeux, bordée des plus somptueux palais. Je vais vous en montrer quelques-uns dans un instant. On commence déjà à en apercevoir ici. On a des façades de diverses époques, dont certaines assez disparates. Ça va du gothique en passant par la Renaissance et l'époque baroque. Et on a toujours à Venise
cette ville qui est vraiment sur l'eau, cette atmosphère particulière. Les hivers peuvent être terribles, humides, glaciales, souvent enneigées, avec ce vent glacé qui passe souvent sur les Dolomites enneigées, qui ne sont pas très loin. Et on a au contraire des étés qui peuvent être extrêmement chauds et bien sûr humides. On le voit ici avec à l'horizon la Saloute et dans cette brume légère que bon nombre de peintres vont justement représenter dans leurs œuvres au fil des siècles, tels que Guardi, Canaletto et tant d'autres. On voit bien que où que l'on se place au sommet d'une hauteur, notamment d'un campanile, et qu'on regarde aux quatre coins de la ville, on voit bien que la ville est hérissée d'une multitude de grandes églises, de clochers, de dômes, et ces dômes qui ont tous des formes un peu particulières, en fait des formes assez orientales, puisque l'histoire de Venise est profondément marquée, notamment par son commerce et aussi certains aspects de sa politique, par les échanges avec l'Orient. Il ne faut pas oublier que la ville s'est terriblement enrichie lors de la quatrième croisade en 1204. Cette croisade qui est d'ailleurs un scandale dans notre histoire, puisqu'en fait ce sont des chrétiens qui vont prendre d'assaut d'autres chrétiens dans la ville de Constantinople, l'antique Byzance, et les Vénitiens vont prendre une part énorme à cela, ils vont ramener des richesses insoupçonnables dans cette ville, richesses que l'on peut voir d'ailleurs en partie aujourd'hui. Vous voyez que la lagune est quasiment à perte de vue, on devine une multitude de petites îles ou carrément d'îlots dans le lointain, et également ici l'arsenal. La ville a une telle importance maritime qu'elle a été obligée dès les XIe et XIIe siècles d'aménager un très vaste arsenal, qui est d'ailleurs le plus ancien arsenal subsistant encore aujourd'hui au monde. Et cet arsenal resté quasiment intact, qui abrite aujourd'hui en partie un fabuleux musée de la marine d'ailleurs, cet arsenal qui n'est quasiment plus utilisé aujourd'hui est resté dans son jus et c'est une sorte de ville dans la ville, vraiment. Rien que ça a fait travailler énormément de Vénitiens autrefois, et ce qui veut dire aussi que les Vénitiens sont très virtuoses dans le domaine de l'architecture navale. On faisait venir beaucoup de troncs d'arbres de l'arrière-pays, des forêts, des montagnes, et on travaillait dans le bois admirablement pour réaliser ces navires. Et également, les Vénitiens nous ont laissé du coup des charpentes dans certains grands édifices, palais, églises, entrepôts, des charpentes fabuleuses qui évoquent au premier coup d'œil cette architecture navale. Voici l'entrée justement de l'arsenal. L'entrée par la mer, justement, où l'on voit donc une entrée fortifiée. Nous voici à présent surplombant le quartier de la Giudecca, qui est donc, je vous disais tout à l'heure, ce quartier qui était constitué surtout d'entrepôts et de manufactures autrefois. Et en même temps, on voit une enfilade d'églises couvertes de dômes. Alors c'est très important parce que ce sont des églises du XVIe siècle, du célèbre architecte Andrea Palladio, qui a réalisé à Venise 3 grandes églises, plus la façade d'une autre, plus 2 ou 3 palais. Et on a là donc sur ce même quartier les 3 grands chefs-d'œuvre de l'architecture religieuse de Palladio. Palladio qui est un pur produit, j'oserais dire, de la Vénétie, originaire de Vicenza. Et vous savez qu'il a beaucoup travaillé pour l'aristocratie vénitienne, qui à un moment donné, à l'époque de la Renaissance, a voulu aussi développer la mode d'avoir une maison à la campagne. Donc ce sont les fameuses villas palladiennes que vous connaissez tous de réputation. Voilà un coin de la lagune à perte de vue. Vous voyez tous ces îlots que l'on aperçoit là, et bien dites-vous bien qu'autrefois, c'est ce qu'il y avait dans le haut Moyen-Âge et bien au-delà, et c'est ce qui a permis donc de rassembler certains îlots qui étaient très rapprochés pour construire, pour poser la ville de Venise, où il y a des millions de pilotis également qui ont été plantés pour renforcer tout cela et même créer des îlots supplémentaires. Or, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà des apparences, la mer, cette lagune que vous apercevez là, cette Adriatique, est très peu profonde. Dans ce que vous apercevez là, vous avez maximum 1,50 m de profondeur et la plupart des canaux vénitiens ne dépassent pas les 50 à 60 cm de profondeur.
Cette image un peu abstraite, je vous la présente d'autant plus volontiers que je veux vous donner à travers elle une idée encore plus précise de ce qu'était la lagune avant qu'on érige et qu'on fonde Venise. Voilà, donc c'était ces étendues de terre qui émergeaient au-dessus de la mer Adriatique par endroits et que l'on voit encore parfaitement lorsqu'on va faire un peu de bateau sur la lagune. C'est le cas encore ici, à l'approche de la célèbre île de Burano, Burano où il y a les fameuses dentelières. Et voyez que les sols sont quand même toujours instables, ce qui fait que à Venise, dans sa lagune, il y a énormément de clochers penchés. C'est le cas de celui-ci. Celui-là, d'ailleurs, est incontestablement le clocher le plus penché de la lagune. Et puis alors, la merveille des merveilles sur la lagune, on est à déjà 12 kilomètres à l'est de Venise. C'est ce grand îlot de Torcello qui connaissait encore à la fin du Moyen Âge une population d'environ 2000 habitants. Il y a même eu un évêque, un diocèse, un évêché, et il ne reste de cela que quelques maisons et surtout son église cathédrale qui est l'un des grands chefs-d'œuvre du Moyen Âge. On voit ici donc une cathédrale déserte, une cathédrale presque fantôme. Alors je voudrais vous montrer justement quelques-uns des grands chefs-d'œuvre, ça m'a permis de faire la transition, de l'art roman lombard, car en effet aux origines de l'art roman au XIe et XIIe siècle, ce sont les Lombards qui sont là présents, qui sont de fabuleux maîtres maçons, tailleurs de pierre et architectes. Et puis il y a toujours aussi l'ombre de Byzance derrière l'architecture byzantine, quelle que soit l'époque d'ailleurs. Alors voilà donc la cathédrale de Torcello en gros plan, son campanile, l'église cathédrale, l'intérieur de la cathédrale qui, vous voyez, n'est pas voûté mais charpenté, exactement sur le modèle et le lointain héritage, le souvenir des basiliques antiques de l'époque païenne, reprises à l'époque chrétienne par nos ancêtres. Un autre grand chef-d'œuvre sur les îles de la lagune vénitienne, c'est Murano, qui est donc l'île célèbre des verriers, des maîtres verriers cette fois-ci, car la verrerie, c'est un pan entier, enfin ça a été un pan entier pendant des siècles de l'économie vénitienne, mais Venise, qui va très vite être érigée en république, ou plus exactement en duché qui a le statut de république, le terme de doge qui dirige donc la cité veut dire duc en réalité en français, les doges, très vite, ont voulu isoler les maîtres verriers sur des îles de la lagune, dont celle de Torcello, pour protéger la cité de Venise contre les incendies. Car qui dit verrerie dit nécessairement feu à très haute température, donc danger. Il y avait déjà eu des incendies, donc les Vénitiens en avaient assez. Et voilà donc du coup un symbole de la richesse des maîtres verriers que de se faire construire une église paroissiale somptueuse au cœur même de l'île de Murano, l'église Santa Maria e Donato. Vous voyez qu'elle est toute en briques, avec des incrustations de pierres sur le chevet, presque elle est comme marquetée. Et l'intérieur est complètement recouvert de mosaïques extraordinaires, polychromes, qui sont toutes du XIIe siècle. Il y avait des animaux, encore avec des pans qui symbolisent la résurrection et la vie éternelle, ou encore des motifs circulaires dans un style, on peut le dire ici, très oriental, franchement byzantin. Le grand chef-d'œuvre, bien sûr, qui est le plus oriental de tous à l'époque médiévale et qui sera réalisé dès les lendemains de la fondation de Venise, dès le IXe siècle, c'est la basilique San Marco. San Marco qui est en fait, qui deviendra cathédrale qu'au XVIIe siècle et qui auparavant n'était que la chapelle privée, oui je dis bien la chapelle privée des doges de Venise. C'est une église palatine donc extraordinaire, elle est accolée, on comprend pourquoi maintenant, au palais des Doges justement, et cette basilique possède des dômes, vous voyez, qui se resserrent légèrement à la base, vraiment comme des bulbes un peu, à la manière byzantine. Voilà de plus près ces dômes qui seront complétés plus tard au XIVe, XVe siècle par des clochetons gothiques qu'on voit au premier plan. Et l'intérieur, c'est l'orientalisme total par ces mosaïques sur fond d'or
On ne peut pas faire plus byzantin ici. Il a fallu des siècles pour réaliser, pour compléter toute cette parure de mosaïque en pâte de verre, réalisée par les maîtres verriers justement de Murano. Voilà, on a l'impression ici qu'on a franchi largement l'Adriatique et bien au-delà, qu'on se retrouve de l'autre côté dans l'antique Byzance, avec ces dômes qu'on pourrait retrouver à Constantinople, effectivement. Voilà, c'est un univers absolument merveilleux et on ne dira jamais assez combien cette grande église a joué un rôle important, d'autant que dans l'histoire de Venise, d'autant qu'à un moment donné, on y a transféré les reliques de Saint Marc, l'évangéliste, qu'on a ramené d'Égypte. Voilà le jubé qui clôture le chœur de cette même basilique. Dans le porche, quelques mosaïques complémentaires qui sont d'ailleurs les plus anciennes de ce bâtiment. Alors celles-ci viennent d'être restaurées, ce sont de pures merveilles. Vous voyez à quel point l'homme au Moyen-Âge a la passion vraiment de la couleur. Alors voilà, sur l'un des angles à la fois de la basilique et du palais des Doges, à la jonction des deux, cet ensemble de pierres, de sculptures en porphyre qui ont été ramenées, ça faisait partie du butin de la 4e croisade de 1204. Voilà, c'est un des éléments parmi tant d'autres. Les chevaux de bronze de la façade de la basilique Saint-Marc en font partie également, et beaucoup d'autres choses, notamment des pièces d'orfèvrerie du trésor de Saint-Marc. Alors le gothique vénitien, donc la fin du Moyen-Âge vénitienne, alors d'abord c'est l'énorme palais des Doges que voici, qui fait partie des plus grandes constructions civiles de l'époque gothique en Europe. Vous voyez ici que les basiliques Saint-Marc et Palais des Doges sont vraiment soudés. Voilà, avec l'immense galerie au rez-de-chaussée et à l'étage, ouvrant sur la Piazzetta et sur la lagune. Et puis le gothique vénitien s'exprime aussi largement dans les palais, notamment les grandes façades des plus beaux palais pour les plus grandes familles de l'aristocratie vénitienne du moment et qui donnent pour la plupart sur le Grand Canal. C'est le cas de la Ca d'Oro, c'est-à-dire la maison d'or dans le dialecte vénitien. Et vous voyez ici un vocabulaire ornemental qui est tout à fait caractéristique de Venise, et toutes les possessions vénitiennes, même au-delà de l'Adriatique, sont des territoires marqués également par ce style architectural encore aujourd'hui. Quelques détails de tout cela, la même Ca d'Oro, vous voyez de l'intérieur la loggia donnant sur le Grand Canal, qui est un moment d'éblouissement. Et au rez-de-chaussée, un des plus beaux pavements de la fin du Moyen-Âge, lui aussi, qui se déploie un peu comme un tapis, c'est presque un tapis, on trompe l'œil d'ailleurs, avec une forte connotation orientale. Voilà un autre palais, je vous en montre quelques-uns au hasard, parmi des centaines et des centaines éparpillés dans la ville et sur le reste de la lagune. Alors certains ne sont pas toujours en bon état, certains sont encore privés. Le gothique vénitien s'exprime aussi à travers quelques grandes églises, alors notamment le grand couvent des franciscains, la basilique des Frari, c'est-à-dire les frères mineurs, autrement dit les franciscains. Alors c'est une des plus grandes églises de Venise, après la basilique Saint-Marc. Voici l'intérieur, vous voyez, qui est aéré, spacieux, lumineux. Mais le gothique vénitien, comme le gothique italien en général, n'a rien à voir avec le gothique français, puisque n'oublions pas que le gothique est d'abord un style français. Les Italiens, dont les Vénitiens, reprendront au gothique français uniquement des éléments qui vont vraiment les attirer. Le système de voûtes sur croisées d'ogives, vous voyez. Mais ce sont surtout des bâtiments très larges et très longs et pas très hauts, contrairement au gothique français. On voit que la nef est barrée par un jubé également, cette clôture qui ferme le chœur des religieux. La deuxième grande église gothique de la ville, c'est la basilique San Zanipolo. Alors, dans le dialecte vénitien, Zanipolo, ça veut dire Saint-Jean et Saint-Paul.
Alors cette église, elle est très importante parce qu'elle est le mausolée, en quelque sorte, des doges de Venise. La grande majorité des doges sont en effet ensevelis dans cette basilique qui, elle, appartient à l'ordre des dominicains. Et vous voyez que l'intérieur ressemble beaucoup à l'église des Frari. Donc, entre les franciscains d'un côté et les dominicains de l'autre, on a les deux grands ordres mendiants qui sont bel et bien représentés à Venise dès la fin du Moyen-Âge. Alors, j'aime beaucoup ce chœur, vous voyez, tout ajouré, qui laisse passer à certains moments de la journée cette luminosité très particulière. Et là aussi, les Italiens, vous voyez, aiment dans le gothique ce genre de réalisation. Alors la Renaissance vénitienne va être un véritable âge d'or de la cité des Doges et de toute sa lagune. En effet, c'est un âge d'or politique, un âge d'or économique et donc un âge d'or artistique. On va faire revenir les plus grands artistes et d'ailleurs, on parle souvent d'une école vénitienne, notamment dans le domaine de la peinture. Mais en architecture, il y a aussi des choses tout à fait passionnantes. Un architecte local qui s'appelle Mauro Codussi est l'introducteur du style Renaissance à Venise, notamment par la construction de l'église que vous avez sous les yeux avec son baptistère à gauche. Vous voyez qu'il y a encore un dôme assez oriental. C'est l'église San Michele qui est sur la petite île du cimetière de San Michele. Voilà, donc premier chef-d'œuvre de la Renaissance. Et le palais des Doges, lui, sera complété également à cette époque, mais à l'intérieur. La cour intérieure notamment, et puis toute la décoration des grands appartements des Doges, des appartements privés, des salles où se réunissaient le grand et le petit conseil, toute la bureaucratie vénitienne. Cette cour intérieure, telle que vous l'avez là sous les yeux en partie, c'est une splendeur. C'est un endroit très impressionnant. Au rez-de-chaussée, vous avez des arcades plein cintre. Au premier étage, des arcs brisés, donc avec encore un souvenir gothique. Et troisième et quatrième étage, nous avons alors là la Renaissance qui s'épanouit totalement en reprenant des éléments qui pourraient être florentins, comme ils pourraient être romains. Mais finalement, Venise va à nouveau développer sa propre identité à ce moment-là. Regardez de plus près. Quelle finesse que ce décor! On a l'impression que ce sont des orfèvres qui ont sculpté tout le panotage entre les fenêtres. Et puis la majesté de cet escalier qui était l'escalier que l'on surnomme souvent l'escalier des ambassadeurs. C'est cet escalier que devaient gravir toutes les personnalités qui en fait avaient rendez-vous avec le doge et sa cour. N'oublions pas que Venise va tenir un niveau de festivité qui nous dépasse complètement aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien si le carnaval vénitien est toujours d'actualité, il existe depuis des siècles. On y faisait des fêtes quasiment en permanence dans cette ville. Mais en même temps, la politique était très stricte, très rigoureuse. Si jamais votre voisin vous ennuyait un petit peu, il suffisait de glisser un petit mot dans l'une des nombreuses bouches de dénonciation que l'on peut voir encore à travers la ville. Et les choses pouvaient être très rapidement très graves. Regardez combien la façade est impressionnante au-dessus de cet escalier des ambassadeurs. Dans la même cour, un puits. Comment les Vénitiens peuvent-ils avoir des puits alors que la ville est entourée de l'eau de la lagune, donc de l'eau de mer, l'eau de l'Adriatique? Eh bien, il faut savoir qu'en réalité, la nappe phréatique se trouve au-dessous du niveau de la lagune. Et donc, on peut puiser de l'eau sans problème. Donc, il y a un nombre incalculable de puits à travers toute la cité des Doges. Celui-là est le plus grand et le plus remarquable. La margelle est en bronze, il est du XVIe siècle. Quelques vues intérieures du palais des Doges, les grandes salles d'apparat dans lesquelles le Doge et ses différents conseils se réunissaient. Alors, au premier coup d'œil, pour nous Français, on pourrait se dire, tiens, là, on est dans le baroque, tellement c'est fastueux, ces boiseries dorées à la feuille, les peintures enchâssées dans les boiseries. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Ce que vous avez sous les yeux remonte pourtant qu'au XVIe siècle. Ça veut dire que le XVIe siècle vénitien est déjà très éblouissant, très florissant. Il en met plein la vue. Il est assez lourd même, très, très puissant. Il est le reflet de l'apogée de la ville à cette époque-là. Et en même temps,
toutes les peintures que vous avez ont été réalisées ou dirigées par le célèbre artiste véronèse qui avait là sous sa tutelle une pléiade d'artistes secondaires exceptionnels. Voilà, là je vous montre la plus grande salle du Palais des Doges, donc on est vraiment dans la démesure, avec au fond, je vous montre là le détail, d'une immense peinture sur toile marouflée sur le mur, réalisée par le Tintoret, qui représente le paradis, thème d'ailleurs rarement représenté. Je vous montre quelques détails de peinture ici de Véronèse dans différentes salles du Palais des Doges. Vous voyez la beauté, la fraîcheur, les couleurs qui sont là. En fait, c'est à se demander si cette renaissance vénitienne n'est pas quelque part un peu baroque avant l'heure, notamment dans le domaine pictural. Il y a aussi un autre aspect intéressant à travers Venise, c'est ce qu'on appelle les scuole. Alors, les scuole, ce sont des institutions religieuses qui dépendaient soit de couvents, soit de paroisses, et qui sont un peu comme des confréries, dans lesquelles donc se réunissaient toute une partie de ces milieux vénitiens, bourgeois, nobles, aristocrates, pour entendre des conférences spirituelles ou pour pouvoir justement avoir ce qu'on appelait à l'époque des exercices spirituels. Mais les bâtiments sont souvent des œuvres d'art, c'est le cas de la plus prestigieuse de toutes, qui est la Scuola Grande di San Rocco, qui jouxte, on la voit d'ailleurs un peu à droite de ma photo, l'église paroissiale de Saint-Roch, où on conserve d'ailleurs les reliques du saint. Et l'intérieur possède de nombreuses salles entièrement décorées par Tintoret, cet autre grand peintre issu de la même région du XVIe siècle. Voilà ici une apothéose de Saint-Roch, toujours par Tintoret, ou encore ce calvaire étourdissant de réalisme, voyez-vous, c'est vraiment quelque chose qui, on le voit, est fait pour provoquer la méditation, la réflexion. Et à proximité, la façade Renaissance de l'église Saint-Roch. Voilà l'intérieur qui est assez sobre. C'est une église type de la Renaissance vénitienne, en effet. Vous voyez, mais dont les chapelles latérales sont ornées de grandes peintures. Et aussi la tribune et l'admirable buffet d'orgue au fond, on en dirait un petit théâtre baroque avant l'heure. Alors, il y a aussi une petite église Renaissance un peu méconnue dans Venise, hors des sentiers battus, l'église Saint-Sébastien, qui, elle, a été entièrement décorée par, une fois de plus, Véronèse. C'était sa paroisse, d'ailleurs, il y est enterré. Voilà, toutes les peintures que vous apercevez, même les décors en trompe-l'œil, sont de Véronèse, y compris les peintures plafonnantes que voici. Également le buffet d'orgue, fermé par des volets, ici des volets peints, ou le maître-autel, où l'on voit le martyre de Saint-Sébastien. Voilà différents épisodes de la vie du saint. Vous voyez ces immenses peintures qui semblent presque déjà des œuvres du XVIIe siècle. Donc les Vénitiens sont très avant-gardistes, surtout dans le domaine pictural. Voilà, c'est toujours la même église, je vous la montre un peu sous toutes les coutures. Alors, un coup d'œil sur les grands chefs-d'œuvre de Palladio à Venise, Saint-Georges Majeur, ici. Alors là, on est carrément chez les bénédictins. On voit que la Renaissance, c'est aussi le retour à l'Antiquité, en particulier chez des grands maîtres tels que Palladio. Voilà, l'intérieur est d'une blancheur, voyez-vous, et en même temps, c'est très dépouillé. C'est l'architecture à l'état pur. Voilà le type même de la véritable esthétique de la fin du XVIe siècle, la véritable esthétique de la Contre-Réforme. Vous voyez, même les voûtes et l'intérieur de la coupole n'ont reçu aucun décor peint. Le Rédemptor est quelques centaines de mètres plus loin, toujours de Palladio, voilà, qui est une église très vénérée par les Vénitiens. Il y a une grande fête qui s'y tient chaque année à la fin de l'été, ou au cœur de l'été, je ne sais plus la date exacte. Mais voilà, l'intérieur a la même typologie que Saint-Georges Majeur. Et pour terminer, un coup d'œil sur Venise baroque,
qui est un autre âge d'or de la cité, avec notamment l'église de la Salute et autour de 1630, qui est une église qui a été construite pour remercier la Vierge d'avoir fait cesser une terrible épidémie de peste qui sévissait dans cette ville. Et l'église a une forme curieuse parce qu'en fait, la forme veut évoquer la couronne de la Vierge. Cette église est époustouflante par ses volumes et surtout la somptuosité, la richesse du décor sculpté extérieur, tandis que l'intérieur est plus austère. On met l'accent davantage sur le pavement de marbre, ce magnifique tapis qui se déploie, et au fond sur le maître-autel où l'on voit au sommet un doge agenouillé au pied de la Vierge. Quelques palais aussi de l'époque baroque donnant aussi sur le Grand Canal, la Capezzaro ici, ou encore la façade très théâtrale de Santa Maria del Giglio, où quelques familles qui vivaient à proximité se sont faites représenter carrément sur la façade. On les voit toute cette aristocratie vénitienne qui figure là dans les niches pourtant d'une église. Voilà quelques détails du même édifice. La famille Barbaro. Et l'intérieur qui est plus sobre, sauf pour le maître-autel avec cette magnifique annonciation en marbre de Carrare. Une église plus méconnue, Saint-Nicolas des Mendiants, tout entouré de portiques avec des sculptures et des peintures. Là, une église assez merveilleuse dans un quartier qui est un peu hors des sentiers battus. Regardez, ces trésors que l'on peut trouver dans des quartiers qui sont peu visités malheureusement aujourd'hui. Et alors, je voudrais surtout insister sur ce qui est à mon sens le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre du grand baroque vénitien. C'est l'église des Jésuites. La façade ici, on se croirait dans la Rome du XVIIe siècle. Et l'intérieur, regardez, c'est un étourdissant ensemble de marqueterie de marbre le long des piliers, des murs, marbre blanc et un marbre verdâtre. Vous allez voir que les jésuites vraiment prônent le retour du luxe dans les églises sous la Contre-Réforme, une église qu'on vient tout juste de restaurer, et le maître-autel sous son baldaquin est vraiment étourdissant. Regardez les colonnes torsadées, toutes marquetées de marbre, les colonnes également à proximité, où on a l'impression que ce sont des brocarts qui sont tendus dessus, et pourtant c'est de la marqueterie, mais c'est une forme de trompe-l'œil. Au pied de l'autel, un tapis de marbre noir et jaune, également en marqueterie de marbre, donc du trompe-l'œil à nouveau. Et le couronnement du tabernacle, avec la Trinité qui figure là sur l'univers. La chaire à prêcher, les jésuites sont de fabuleux prédicateurs. La chaire, regardez, vous avez carrément un jeu de drapé, en trompe-l'œil là aussi, alors que tout est en marbre. Quelques images aussi de la Scola Grande des Carmini, c'est-à-dire des Carmes, du couvent des Carmes, dont l'escalier est un joli morceau de décor rococo du XVIIIe siècle. Et la grande salle de réunion est couverte de peintures plafonnantes d'une autre famille de grands peintres, cette fois-ci du XVIIIe siècle vénitien, les Tiepolo. Jean-Baptiste et Jean-Dominique Tiepolo. Voilà ici Notre-Dame du Mont-Carmel. Quelques détails, voyez, rapides de ces peintures magnifiques. Ici, une allégorie de la foi. L'intérieur du Palazzo Labbia également, vous voyez que les Vénitiens se font décorer aussi de manière somptueuse leur palais. Le Palazzo Labbia qui est aujourd'hui le siège de la RAI, je crois que c'est la télévision si je ne me trompe pas, et la radio aussi en Italie. Voilà, ce sont les Tiepolo également qui ont décoré tout cela. On a l'impression, on ne sait pas ce qui est réel et ce qui est illusion là-dedans. Le plafond du grand salon. Voilà, avec Apollon sur son cheval blanc. Et pour terminer, eh bien, comment ne pas évoquer les fastes vénitiens en musique aussi, notamment avec le passage, entre autres, d'Antonio Vivaldi. Vous savez qu'il était professeur, maître de musique à l'Ospedale della Pietà.
En fait, il était le professeur de musique en langage moderne de jeunes filles orphelines qui étaient là dans cette institution qui leur proposait une excellente éducation. Et voilà donc la chapelle de cet Ospedale della Pietà. Voilà l'intérieur où on voit les tribunes pour les musiciens, donc on peut imaginer Vivaldi en train de diriger les instrumentistes et les chœurs, vous voyez, dans cette même église du milieu du début du XVIIIe siècle. Voilà, chers amis, nous avons fait un petit voyage virtuel, vous voyez, à travers Venise. Je vous ai montré quelques-unes des richesses, mais je peux vous assurer que la ville en possède tellement d'autres, tellement d'autres. C'est une pure merveille et j'espère donc que je pourrai vous faire visiter tout cela au début du mois de novembre, donc vraiment sur le terrain. Merci pour votre attention.